a en tête le parfum corporel, tu vois, qu'on se met sur soi. Mais en fait, les odeurs, il y en a partout. Tu vois, t'as les lessives, énorme business. T'as les détergents, les produits d'entretien, t'as tout ce qui a une odeur dans les cosmétiques. Et puis après, les arômes, c'est énorme. Tu as tout l'agroalimentaire, les sodas, les chips, c'est quand même pas mal la nourriture transformée, mais c'est énorme. Et donc en fait, si tu veux, moi j'ai toujours trouvé ça... Enfin, tu vois, le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, t'avais 3 boîtes qui contrôlaient 2 de nos sens mondialement. Parce que là, on parle pas juste de l'Europe, hein, on parle, si tu vas en Chine, en Inde, etc., c'est les mêmes acteurs. Tu veux dire qu'on est en train de globaliser, de mondialiser notre nez, c'est ça, et notre goût? Ok. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça assez préoccupant. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Samuel donc. Fab. Salut. Merci beaucoup de me recevoir. Merci de venir à moi et en fait merci de m'avoir envoyé ce mail de façon un peu, j'imagine, impromptue pour toi. Je sais même pas trop comment. Eh ben écoute, ouais, alors moi je suis un grand amateur de podcast. Ok. Je vais avouer. Et on s'était dit que on pourra introduire un petit peu ce qu'on fait avec Sommet du Parfum, mais on s'était dit que finalement on était un concept qui était assez qui se racontait, mais qui se montrait pas particulièrement. Donc en fait, on avait fait un peu de com on a fait même pas mal de collabs avec des youtubeuses, des influenceuses, etc. Et c'est vrai que souvent il y a des canaux qui fonctionnent mieux que d'autres. Et pour nous, par exemple, Instagram, ça ne fonctionne pas. Ouais. Parce que on aide les gens à trouver le parfum qui leur correspond. C'est pas quelque chose que tu montres. Tu vas pas montrer quoi, une boîte d'échantillons. Enfin, tu vois, ça marche pas. Oui. Alors qu'en fait, souvent, on a trouvé que en passant 10 secondes à expliquer le concept, qui finalement, tu s'énonce assez facilement. En général, en face, les gens comprennent beaucoup mieux. Et du coup, on s'est dit que finalement, le podcast, c'était bien parce que ça retirait tout le superflu. Et puis, on se concentrait juste sur le concept. Donc ouais, Samuel, t'as monté cette boîte qui s'appelle Sommelier du Parfum, c'est ça? Ouais, absolument. Où vous incitez en fait, vous invitez les gens qui viennent sur la plateforme à choisir et vous les guidez un peu, vous les prenez par la main pour finir par trouver un parfum qui peut les intéresser. Ouais, c'est ça. Et donc, tu m'as envoyé un mail, je l'ai testé. C'est trop intéressant parce que j'ai reçu 6 échantillons. J'ai eu la chance d'en avoir 12 parce que j'imagine que j'étais VIP. Mais sinon, en règle générale, vous envoyez 6 échantillons que vous faites payer 25 €, c'est ça? 20 €. 20 €. Et si parmi les échantillons que vous recevez, vous trouvez votre parfum que vous avez envie d'en acheter plus, vous défalquez en fait ces 20 €, c'est ça, sur le prix final. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est canon, je te disais juste avant qu'on enregistre que vraiment j'ai adoré parce que moi j'ai trouvé un parfum qui me correspond et ça faisait quelques semaines que j'étais en train de chercher et je voyais bien que ça allait être une galère en fait. Ouais. Et parmi donc les 12 que tu m'as envoyés, en vrai je crois que j'aurais pu en choisir que 6 et que c'était super. J'ai trouvé celui-ci et franchement c'est génial quoi, j'ai trop hâte de me lancer. Je l'ai reçu hier donc j'ai pas encore eu le temps de me le coller dessus, mais en tout cas les
les échantillons, ça permet de pouvoir le mettre pendant plusieurs jours, donc c'était déjà canon, quoi. C'est vrai que c'est quand la plupart des gens choisissent des parfums, souvent en fait le parfum c'est con, mais c'est un truc auquel on n'est pas trop éduqué. En tout cas pas en France, il y a des cultures, genre typiquement au Moyen-Orient, où il y a vraiment une grande culture du parfum. Et en France, paradoxalement, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'on est particulièrement, alors tu vois, enfin, qu'on connaît bien les codes, parce qu'on a toutes les maisons chez nous. Ah oui, ok. Et ben en fait, on connaît pas très bien ce sens-là. Et en parfumerie, souvent les gens vont sentir des parfums du coup en magasin. Et puis au bout de 5 minutes vont se faire une idée du parfum, même éventuellement sans le porter sur leur peau. Et en fait un parfum c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qu'il faut sentir dans la durée, et en fait un beau parfum c'est un parfum qui va être bien construit, bien foutu au bout de 5 minutes, au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures. Et souvent les parfums un peu grand public, ils sont conçus pour être le plus plaisant possible dès le spray. Ah oui, donc tu veux dire les 5 premières minutes, quoi. Voilà, exactement. Ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui vont acheter sur ce qu'on appelle du coup l'accord de tête, donc c'est ce que tu sens juste en sortie de flacon, quoi, si tu veux. Et puis derrière, c'est pas forcément un bon fit pour la personne. Sauf qu'en fait, c'est vraiment avec du coup les notes qui arrivent plus tard dans la durée que c'est vraiment ça le parfum. C'est ça que les personnes vont sentir sur toi, c'est ça que toi-même tu vas sentir, jusqu'à ce que tu te sois habitué en fait à l'odeur, hein, parce qu'au bout d'un moment on le sent plus. Et donc on a pas forcément ces connaissances-là en France, et du coup l'idée c'est effectivement de les porter sur la durée. Depuis quand existe Sommelier du parfum? Alors écoute, si tu veux, avant tout, Sommelier du parfum, c'est un peu un produit que moi j'ai conçu pour moi-même, si tu veux. C'est toujours la meilleure façon de créer une boîte. Si tu essaies de répondre à un problème que toi-même tu n'as pas, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut arriver à se mettre dans les pompes d'autres personnes. Et donc en fait, bon, si tu veux, l'aventure elle commence il y a 7 ans, je crois. 7 ans à peu près, ouais. Moi j'étais encore en école d'ingénieur, et je m'apprêtais à partir au Japon. C'était ma dernière année d'études. Et mon frère, qui du coup a 3 ans de plus que moi, me demande juste avant son anniversaire si je pouvais lui trouver un parfum qui sentait l'espèce d'huile à barbe qui se mettait. Il se trouve que c'était une huile au cèdre. Bon. Et du coup, je me dis bon, ok, pourquoi pas. Je connaissais un petit peu le parfum, mais pas plus que ça. Je sais pas. Bon. Et donc je me pointe avec cette huile à barbe dans une parfumerie que je citerai pas, et puis je demande aux vendeuses, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller qui sentirait à peu près quelque chose de similaire, quoi. Et puis le cèdre, franchement, c'est pas un truc exotique, hein. En parfumerie, il y en a quand même un peu partout. Et puis là, c'est vrai que les filles vont vraiment regarder avec des grands yeux ronds, et puis au bout de 5 minutes, en fait, je sais pas trop. Éventuellement, je me suis même dit genre, je viens d'arriver ou quoi. Et direct, c'était par contre, ce mois-ci, on vend super bien tel ou tel truc. Je vous le conseille chaleureusement et tout. Et puis c'est vrai que moi ça m'a un peu saoulé, je me suis dit en fait tu te déplaces en boutique, donc c'est vrai que tu t'attends à ce que au moins t'as un conseil, quoi. Ouais, un minimum, quoi. Et puis en fait tu repars sans rien. Et donc, tu vois, on est en 2014, quelque chose comme ça, on commence à avoir un peu de l'IA, des données qui viennent nous aider. Moi je trouve que c'était un peu c'était le domaine dans lequel j'avais fait mes premières expériences pro en stage et tout. Et je me dis en fait pourquoi je suis peut-être probablement pas la seule personne au monde à me poser la question. Et puis voilà, si on utilisait les données pour répondre au problème de la quête de parfum. Donc t'es un G à la base, hein. Rien à voir avec mais rien à voir avec la sauce. Rien à voir avec la sauce. Ah mais c'est vrai. Ouais. T'aurais pu monter une boîte de brouettes. Ouais, alors j'aime un peu plus les parfums que les brouettes. Oui. Du coup il y a peut-être un peu de ça, mais sans rien. C'est vrai que moi c'est un, tu vois, je te pose cette question parce que j'ai la sensation que t'es tombé dans le parfum alors que t'aurais pu faire plein d'autres choses. Ouais. Et je me demandais un petit peu ce qui faisait que t'avais voulu monter une boîte de parfum, quoi. Au-delà de cette expérience qui est un peu fondatrice, j'imagine. Et en fait, si tu veux, en stage, j'ai fait un stage super. Ok. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des stages un peu, un peu tiédasses, où ils se disent bon. Et en fait, j'ai fait un stage. Alors, c'était pas que c'était facile particulièrement, mais c'était un stage de 6 mois. Hein. Dans une boîte qui lève des fonds pour des startups. D'accord. Et à l'époque, ils étaient minuscules. On travaillait depuis l'appartement du partenaire. On était 3-4. Et puis maintenant, ils sont à 35. Ils ont fait donc ça s'appelle Avolta Partners. Ils ont fait des super levées, City Scoot, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'est une boîte qui s'occupe d'aller organiser les levées de fonds et d'aller chercher
on va dire des investisseurs, quoi. C'est ça? Ouais, exactement. Faciliter un peu ils habillent un peu la mariée, tu sais. Donc toi, t'arrives. Souvent, les entrepreneurs, c'est pas forcément des grands financiers. Ils ont, puis de temps en temps aussi, t'as des gens qui sont pas forcément hyper business non plus, hein, les ingés typiquement. Et puis en gros, bah voilà, ils vont transformer ton activité en quelque chose qui est assez sexy pour des investisseurs potentiels. Ouais. Ils te font ta docu financière. Et puis ils essaient de te trouver effectivement des gens qui sont prêts à aller dans l'aventure avec toi. Donc toi, t'étais business analyst, c'est ça dedans? Ouais, c'est ça. Okay. Je faisais du PPT et du Excel. Hein. Et en fait, si tu veux, moi cette expérience, elle m'a vachement appris de trucs sur l'entrepreneuriat parce que il y avait plein de modèles. En fait, tu sors d'école d'ingé, la seule chose qu'on te montre comme modèle à suivre, si tu veux, c'est genre de factoriser des matrices plus vite que les autres. Tu vois, genre c'est genre bon, t'es bon quand t'es bon techniquement. Et on te montre pas trop, tu vois, ce vers quoi. Enfin, tu vois, la vraie vie, on te la montre pas trop. Alors, je suis un peu caricatural, mais c'est vrai que bon. Et là, en fait, j'ai des modèles de personnes qui avaient fait quasiment pas d'études, dans certains cas, et qui étaient, tu sais, comme en anglais on dit street smart. Tu vois. Oui. C'est pas des, tu vois, voilà. Ils ont la fibre. Ils ont l'instinct, du coup, business. Ouais. Et puis ils se démerdent hyper bien dans la vie. Et en fait, tu vois, c'est vraiment radicalement nouveau. Quand tu sors d'école d'ingé, ou voilà, encore une fois, tout faut avoir des bonnes notes. Exactement. Être bon dans la scolarité, etc., etc. Et pour en venir à la question initiale, si tu veux, moi, ça m'a permis vachement, donc déjà de rencontrer pas mal de boîtes, de startups, de business différentes. Et du coup, je me suis dit, bon, si je devais, déjà, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, tu vois, genre, c'est un peu l'angoisse, tu sors d'école, tu te dis, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi, putain. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, si je fais une boîte, déjà, je suis très compète, j'aime beaucoup les jeux, je vois que t'as des jeux de société aussi, on est peut-être dans la même team, je suis très compète, mais en business, je trouve que c'est vachement bien d'être dans des créneaux où il n'y a pas de compétition. Il y a Peter Thiel qui est sorti un truc là-dessus, enfin bref. Et en fait, je me suis dit, bon. Peter Thiel, le fondateur de PayPal. Ouais, c'est ça. Et de plein d'autres choses derrière. Et de plein d'autres trucs, et un gros VC, puis il a écrit un peu mal de bouquins. Qui est un peu fou aussi, on peut le dire. Il taré totalement avec l'histoire avec Hulk Hogan, là. Ah, mais attends, il y a 1000 trucs. Oui. C'est quasiment un vampire, là. Le mec, il a flingué BuzzFeed, quoi, à lui tout seul. Ouais, absolument. Et Silicon Valley Bank, hein, quasiment. Enfin, bref. Ouais. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, bon, donc, techniquement, je sais faire des trucs, bon. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi la verticale, la niche, sur laquelle il y aura personne? Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est, tu vois, je me dis, putain, le parfum, c'est un truc, enfin, tu vois, faire ce qu'on voulait faire sur la recommandation de parfum et faire du machine learning, c'est à l'intersection entre, genre, de l'ingénierie et le parfum, qui est un truc qui n'intéresse aucun ingénieur sur Terre. Enfin, tu vois, genre. Et en plus de ça, c'est un créneau sur lequel on a un avantage compétitif mondial, tu vois, en étant français. Et je me suis dit, attends, à Paris, des ingés qui vont, tu vois, genre, passer beaucoup de temps et, tu vois, et de s'investir à fond. En fait, il y a personne d'autre, tu vois. Et en plus de ça, il se trouve que c'est un domaine qui est quand même plutôt, tu vois, porteur, voilà, à minima stable. Et il y a sûrement plein de trucs à faire dessus. Et donc, en fait, même si moi, j'ai hyper galéré à trouver, tu vois, genre le business model qui finalement qu'on suit aujourd'hui. Et il se trouve qu'on fait d'autres choses dont je pourrais te parler. Ouais. Mais je m'étais dit, bon, en fait, finalement, même si on va pivoter dans tous les sens, finalement, on est dans un domaine qui est porteur du fait d'avoir très peu de compètes sur le sujet. Ok. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui se passe alors? Tu décides de devenir un gros nerd du parfum, c'est ça? Ouais, exactement. Non, mais vraiment, c'est exactement ça. Tu mets ta curiosité d'ingénieur au parfum justement, non, au service. Eh ben, écoute, du coup, j'étais au Japon, comme je te disais, là, au tout début de l'aventure. Alors, ça m'a pris 1 an avant de me dire que finalement, j'allais y passer vraiment du temps, hein, parce que genre, bon. Et je lis à fond. Enfin, je lis à fond. Je demande à mes potes s'ils connaissent pas des gens qui sont parfumeurs. Et du coup, en fait, genre, je rencontre des jeunes parfumeurs qui ont à peu près mon âge et qui sont aussi en train de galérer pour faire leurs preuves. Et puis, tu vois, j'essaie de m'infuser tout ce que je peux lire, etc. Et il se trouve que le Japon, c'est pas du tout un pays de parfum. Alors en fait, historiquement, ils ont un truc qui s'appelle la Kodo, je crois que c'est cérémonie comme de fumigation en fait. Ok. Et donc c'est une cérémonie bouddhique où en fait tu fais brûler en fait tu vois, de l'encens, des comme ça. Mais au-delà de ça, genre vraiment, t'as pas de parfumerie, enfin, très 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 peu.
Et donc c'était pas très propice du coup pour s'éduquer le nez. Par contre, en fait, j'avais pas grand chose à faire quand même à Tokyo. Enfin, je me suis hyper amusé et tout, mais niveau cours, j'avais très peu de choses. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment m'infuser en fait de tout ça. Ok. C'est quoi l'étape suivante alors dans la création de ta boîte? Et ben encore, si tu veux, j'essaie de me débrouiller avec mon école pour que je puisse faire passer cette boîte en stage de fin d'études, qui était une vraie galère parce que personne fait ça. Enfin bref, donc il a fallu se battre un peu. Donc je rentre en France et en fait le truc c'est que ça faisait 6 mois que j'avais commencé à travailler sur le sujet, et donc je me dis putain, j'ai pas un pote là en particulier avec qui j'aimerais m'associer tout de suite. J'aimerais bien aller jusqu'au bout de l'expérimentation pour voir au moins à ce niveau-là, tu vois, s'il y a peut-être pas moyen, j'en sais rien, moi, peut-être de lever des fonds, j'en sais rien, je me posais des questions. Et là, c'était la grande phase des chatbots. Alors, tu vois, genre, on est en 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et t'avais ce gros truc avec, tu vois, Messenger, donc Facebook, qui avait ouvert la possibilité de faire un chatbot. Donc toutes les boîtes commencent à s'intéresser au sujet. Alors ça a été un peu un flop, hein. Franchement, au bout d'un an plus tard, franchement, on n'en entendait plus parler. Il y avait quelques trucs de SAV qui marchaient bien avec des chatbots, mais ça s'arrêtait là. Mais bon, en fait, c'est pas grave, tu vois, on surfe la vague, ça va peut-être intéresser des boîtes. Et donc là, moi tout seul, je me crée un chatbot qui du coup fait, tu vois, vraiment, tu vois, de façon assez carrée, hein, toute cette partie de recommandation de parfum. Donc je traite mes données, etc. Et en fait, j'appuie sur je mets en ligne. Et j'en parle à un copain qui est journaliste dans un petit média tech qui s'appelle Siècle Média. Alors c'est ça, Siècle Numérique. Siècle Numérique. Ou Siècle Digital, Siècle Numérique. Siècle Digital. Siècle Digital, exactement. Siècle Digital. Mais c'est vrai que toi t'étais à fond dans ce bain-là, donc tu Internet. Les internets, bien sûr. Et donc mon pote Arnaud, hyper sympa, tu vois, a écrit un petit article. Et puis écoute, 2 jours plus tard, tu vois, moi j'ai un peu un syndrome de l'imposteur à ce niveau-là, parce que je lui dis bon, je teste mon truc et puis on verra bien. Ça m'avait pris quand même, tu vois, genre peut-être 4 mois, un truc comme ça, mais voilà, je teste mon truc. 2 jours plus tard. Attends, donc entre-temps, t'as mis 4 mois à créer la grille, on va dire, enfin en tout cas le modèle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Genre, tu l'as zappé là, tu t'en as pas parlé. Ouais, si tu veux, en gros, je rentre en septembre 2015, je pense, 2016, septembre 2015. Non, septembre 2015, c'est pas grave, qu'importe. Je rentre en France, et puis du coup, en fait, j'ai des copains qui avaient monté une boîte qui m'avaient laissé squatter un peu leur bureau, donc ça c'était super bien. Je restais pendant 1 an. Et donc pour la Saint-Valentin, du coup, un peu avant février 2000, du coup, non, mais c'était 2017, je dis des bêtises. Bref. Ok. Je lance mon truc, et 2 jours plus tard, je reçois sur LinkedIn une invite de la directrice marketing de Guerlain. Putain, et je me dis, ce qu'ils me veulent, tu vois, genre. Et puis qui, voilà, me dit, voilà, on a vu on a vu le chatbot là que vous avez créé et tout, ça s'appelait déjà Sommelier du Parfum à l'époque. Et puis on aimerait bien vous rencontrer pour voir comment ça fonctionne, ça a l'air très chouette votre histoire. Et puis là, moi, je suis hyper intimidé, tu vois, genre, tu vois, ça fait 1 an à peu près que je m'obsède un peu sur la matière, justement, pour me l'approprier, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là, tu fantasmes un peu, tu vois, genre, dis, putain, Guerlain, machin. Et là, je me trouve, du coup, au siège de Guerlain, discuter, tu vois, genre, et après, de proche en proche, tu vois, ça a pas débouché tout de suite sur une collab, mais c'est vrai que sur le coup, voilà, je te dis, gros syndrome de l'imposteur. Et je me dis, tiens, il y a peut-être matière à travailler avec des marques pour leur faire des expériences un peu sur mesure, et tu vois, leur faire des petits chatbots et tout. Bon. Et alors déjà, j'ai la fondation des ponts. Hein. Moi, j'ai fait les ponts des chaussées, donc c'est une école plutôt axée BTP, même si tu vois, genre, ça mène à tout. Trucs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et il y avait un ancien de mon école qui avait, tu sais, 10 ans de plus que moi à peu près, qui m'avait contacté en me disant, tiens, c'est trop marrant, tu me ressembles il y a 10 ans, quoi. Parce qu'en fait, le type, il avait monté une boîte dans les diffuseurs de parfums. Ok. Qui a un gros truc maintenant, hein, ça s'appelle Sentis. Ils équipent toutes les gammes je crois, de Peugeot et d'Airbus avec des diffuseurs en habitacle, tu vois, qui vont te diffuser des trucs sympas pour couvrir certaines odeurs. Et donc, il avait fondé ça avec un copain. Et tu vois, il me dit, ouais, voilà, c'est trop rigolo, genre, c'est une coïncidence, si tu veux, vas-y, on se prend un verre. Et on s'est hyper bien entendu. Voilà, on s'est hyper bien entendu, et il m'a fait rencontrer une personne avec qui on travaille encore aujourd'hui, donc tu vois, genre 7 ans après, qui travaillait chez un groupe qui s'appelle Estée Lauder. Voilà. Et
il se trouve qu'on a fait un premier prototype pour une de leurs marques. Et ça a été nos premiers euros de chiffre, enfin, tu vois, les premiers euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est grâce à, je crois que c'était 5 000 euros le petit pilote. Et c'est grâce à ce petit budget que j'ai pu prendre en stage la personne qui est actuellement encore dans la boîte et qui est notre CTO maintenant. Et parce qu'en fait, voilà, à partir de là, on a pu du coup avoir d'autres deals avec d'autres marques de parfum. On a travaillé avec Prada, on a travaillé avec pas mal de marques. Et tu vois, ça sent. Enfin, en fait, j'aime bien me représenter les trucs sous la forme d'un domino. Moi, j'appelle le domino de la confiance. L'idée, c'est que et ça s'applique dans pas mal de sujets, je pense. Alors, en tout cas, bon, ça se change, mais l'idée, c'est que à la base, t'es rien pour personne et t'as aucune crédibilité en fait dans un domaine dans lequel tu débarques. Tu leur dis bon bah t'es qui toi machin. Et en fait, les premiers dominos souvent c'est les études. C'est là bon bah en fait voilà je sais pas t'es au lycée, tu dois faire tes preuves en gros et puis déjà tu vois bosser et passer des concours, ça peut être une façon de faire tomber les premiers dominos. D'avoir des premiers succès quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut et dans le business, c'est vraiment hyper. Ça se vérifie de façon voilà, ça se vérifie très bien. Tu vas d'abord faire quelque chose pour un petit client qui, tu vois, éventuellement va en parler à un autre en disant putain, c'est quand même vachement bien de travailler avec machin. Et à la fin, t'arrives à avoir des plus gros clients. Et je pense que souvent, il faut pas trop sauter les étapes et ça peut être un peu dangereux de justement aller directement et de perdre du temps en fait parfois à aller chercher des trucs trop gros directement parce que t'as pas fait tomber les dominos d'avant. C'est un trop gros domino. C'est un super méga domino. Et ouais, mais et tu vois, on parlait de tu vois des avec les leveurs de fonds là dont je te parlais avant. Ce qui est bien, c'est je pense de conscientiser que parfois tu as t'as plusieurs chemins de domino possibles. Et que souvent on a parce que tu vois on est structuré un peu par notre environnement et par exemple en école d'ingénieur t'as une façon de faire de réussir ou quoi, c'est bah voilà, tu respectes les codes, tu travailles bien et ensuite éventuellement et c'est un peu le problème, c'est que dans l'environnement école d'ingénieur ou école de commerce d'ailleurs, si tu veux pas prendre de risques, tu as la voie toute tracée genre conseil finance, tu vois par exemple, où finalement genre t'as un chemin déterministe qui te mène à une reconnaissance sociale et financière, etc. Et en fait, moi, ce à quoi ça m'a confronté, l'expérience dont je te parlais, c'était d'autres dominos. Voilà. C'est juste de dire, en fait, non, tu peux pas avoir fait d'études, être pote avec des gens qui finalement, dans ton domaine, peuvent te booster et in fine t'en sortir très bien. Bah oui. Et la diversité, souvent, je pense que voilà, l'homogénéité des parcours peut parfois être un problème. Grave, et en plus, moi, plus ça va, plus j'avance et plus je vois qu'il y a plein de profils qui galèrent à l'école parce qu'en fait le système scolaire est pas fait pour eux et qu'ils arrivent pas à rentrer dans les cases que l'école attend d'eux et que ça veut pas dire souvent en plus les profs sont les gens que je rencontre qui peuvent avoir un certain âge, je sais pas trop si ça existe encore avec les profs de notre génération entre guillemets qui sont aujourd'hui en poste, mais souvent les profs en plus ils t'envoient des messages horribles à la gueule de en fait si tu réussis pas à l'école tu réussiras pas dans la vie. Et en fait c'est terrible parce que ça vient rajouter des gros dominos en face, ça vient alourdir le premier domino quoi, je trouve vraiment. Ouais. Et puis tu peux te dire bah non en fait c'est pas pour moi, du coup tu vois genre je sais pas tu te mets en échec tout seul alors qu'en fait tu sais je sais pas si c'est Einstein qui avait cette image de genre l'école c'est comme tu vois genre enfin dans pas mal de cas c'est comme demander à un poisson de faire un 100 mètres. Ouais. Et je pense que c'est vraiment c'est une belle image parce que t'as plein de poissons qui se retrouvent pas du tout tu vois dans le système éducatif. Alors je sais pas si c'est plus vrai en France qu'ailleurs, probablement pas. On est obligé d'une certaine façon d'avoir un chemin tu vois tracé qui je sais pas en fait tu vois c'est une vraie question. Je pense que tu vois demain l'IA et des choses de ce type peuvent justement permettre que une personne égale un tracé. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait tu vois que l'enseignement s'adapte aux spécificités, aux qualités de chaque personne, au mode de fonctionnement parce que tu vois in fine en fait t'as un nivellement forcément par le bas aussi. Tu vois, t'es obligé d'aller, en tout cas dans les premières années, suffisamment lentement pour que grosso modo 2/3 de la classe s'en sortent bien.
Et du coup, t'as peut-être le premier tiers qui s'embête, le deuxième tiers, le dernier tiers pour qui ça va trop vite. Donc en fait, il y a très peu de personnes pour qui ça va vraiment bien en réalité. Mais tu vois, genre, si t'as pas du coup soit une armée d'enseignants, soit en fait éventuellement tu as de l'IA, ce genre de choses, tu peux pas faire mieux. Et puis alors des plus petits, comme tu dis, une armée d'enseignants, ou alors des toutes petites classes, quoi, tu vois, des classes de 15. C'est sûr. Non mais c'est sûr. Ce qui est pas vraiment la voie vers laquelle va l'éducation nationale. Sauf le CP, là. C'est l'un des premiers trucs que Macron a fait, qu'il avait dédoublé les classes de CP, et tous les instituts sont là en train de dire c'était le meilleur truc qu'il puisse faire. Après, bon, il a moins continué sur sa lancée, en tout cas dans l'éducation nationale, mais ouais. C'est un vrai truc d'avoir dédoublé les classes de CP. C'est que la tendance, elle est pas franchement à augmenter les budgets. Non, clairement pas. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Non. Je me demandais, pour revenir à ton parcours, qu'est-ce que tu as appris toi sur l'industrie du parfum Tu disais tout à l'heure, je me suis plongé dans le parfum. Qu'est-ce que tu as appris toi en tant qu'ingé par rapport à cette industrie que tu connaissais pas du tout, et ce métier qui en plus est de l'artisanat, quoi, tu vois. Il y a certes toute une industrie, j'imagine, derrière pour vendre, distribuer, produire, etc. Mais avant tout, j'imagine à quel point c'est des petits artisans, des nés en plus. C'est des vrais. Il y a un vrai métier derrière, une vraie spécialisation, quoi. Et alors en fait, justement, parce que si tu veux, donc on a parlé au début, tu vois, de Sommelier du parfum, donc qui est effectivement une marque qu'on gère maintenant et qui permet de trouver son parfum en fonction de ses spécificités, si tu veux. Mais en fait, il y a le plus gros de notre business aujourd'hui, c'est pas ça en réalité. Vous faites du B2B plutôt, donc c'est ça? Absolument, ouais. En fait, du coup, le marché de la création de parfums, c'est pas du tout quelque chose qui est connu du grand public. En fait, c'est un marché qui est très oligopolistique. Oligopolistique, tu veux dire? Il y a très peu d'acteurs qui font tout. Ouais. Hein. Donc, t'as 3 ou 4 boîtes qui produisent mondialement tout ce qui a une odeur et un goût, en réalité. Parce que tu vois, genre... Et donc, c'est pas les marques, on est bien d'accord? C'est ça, c'est pas les marques. Oui. Quand t'as L'Oréal, quand t'as Chanel, Guerlain, etc. Alors, eux ont dans certains cas, t'as des marques qui ont leur propre nez. Ok. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde achète les composants, si tu veux, à ces trois grosses boîtes. Les 3 boîtes, alors. Ouais, voilà. En fait, si t'es, on va dire, une marque classique, hein, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, tu externalises aussi la création de parfum. Donc, en fait, la création de parfum externalisée, le jus, tu vois, la composition et le jus sont externalisés. Et donc, en fait, c'est des boîtes qui ont des armées de parfumeurs, qui ont des armées d'aromaticiens aussi. Parce qu'en fait, on a souvent, tu vois, là, on a en tête le parfum corporel, tu vois, qu'on se met sur soi. Mais en fait, les odeurs, il y en a partout. Tu vois, t'as les lessives, énorme business. T'as les détergents, les produits d'entretien, t'as tout ce qui a une odeur dans les cosmétiques. Et puis après, les arômes, c'est énorme. Tu as tout l'agroalimentaire, les sodas, les chips. Alors, c'est quand même pas mal la nourriture transformée, mais c'est énorme. Et donc, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours trouvé ça. Enfin, tu vois, le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, t'avais 3 boîtes qui contrôlaient 2 de nos sens mondialement. Parce que là, on parle pas juste de l'Europe, hein. On parle, si tu vas en Chine, en Inde, etc., c'est les mêmes acteurs. Quand tu dis 2 de nos sens, tu veux dire le nez et le goût. Et le goût. Le goût et l'odorat. Ce qui est pas rien. Et donc, alors, c'est pas des evil corp, tu vois, qui vont contrôler le mot, etc. Mais c'est une influence. Parce que tu vois, on a souvent en tête, tu vois, tiens, Netflix ou Spotify, c'est des boîtes étrangères qui finalement façonnent notre vision du monde via, tu vois, le contenu qu'ils nous font consommer. Et c'est vachement important, tu vois, d'en avoir conscience. J'aurais plus dit méta, tu vois, par exemple, mais bon. Ou méta, non, mais bien sûr, ouais, absolument. Avec absolument, leur censure, etc., qui... La pub ciblée, qui fait, genre, éventuellement, tu vois, créer des opinions ou autre, ça, c'est extrêmement préoccupant. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus léger, si tu veux, tu vois, l'odorat, bon. Mais, en fait, il y a un truc qui est un peu préoccupant. Et moi, que je vois un petit peu de l'extérieur, c'est qu'en fait, tout le monde, tu vois, quand tu crées un parfum, tu crées le même parfum pour la terre entière. C'est-à-dire que tu vas créer un parfum, qui va se vendre en Chine, aux US, etc. Et donc, en amont de cette création-là, les marques et puis les gens les maisons de composition, c'est comme ça que ça s'appelle, ils sont pas bêtes, tu vois, un truc assez rationnel qui consiste à prendre un groupe de 10 personnes en Chine, tu vois, aux US, etc. Et puis ils vont sélectionner la variante qui maximise, tu vois, sur tous ces groupes, comment dire, le taux d'adhésion, on va dire, en tout cas.
Exactement, voilà, exactement. Et en fait, le problème, c'est que de proche en proche, quand tout le monde utilise cette méthode, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fais converger la création de parfums vers la moyenne mondiale des goûts. Oui. Mais c'est un problème. Surtout quand, tu vois, individuellement, chacune de ces personnes qui va réaliser ces panels, etc., elle le conscientise pas trop. Elle se dit, bah non, moi, je veux juste que mon parfum soit pas un flop, tu vois. Et le problème, c'est que vu qu'on est de plus en plus à vivre dans un milieu urbain, en fait, on est exposé de moins en moins à des odeurs naturelles. Ce qui fait qu'en plus de ça, tu vois, l'éventail de possibilités auxquelles on est exposé se réduit et ça accélère, en fait, ce problème. Tu veux dire qu'on est en train de globaliser, de mondialiser notre nez, c'est ça? Ouais, notre, c'est ça. Notre goût. Ouais, okay. ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça assez préoccupant. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on travaille avec une de ces grosses boîtes et on leur fournit des données. Donc, en fait, on va analyser des millions de commentaires de consommateurs un peu partout dans le monde, en Chine, en Russie, en France, aux US, etc. On croise ça avec plein d'autres données et on essaie de fournir des indicateurs fiables pour que les parfumeurs puissent demain prendre des risques. Et dire, en fait, demain, si tu lances un parfum pour la Chine ou l'Est de la Chine, par exemple, et en fait, si tu prends du risque, si tu veux, si tu prends l'est d'être clivant et de mettre, par exemple, en fait, de l'osmanthus, mais ce type d'osmanthus-là, parce que, en fait... l'osmanthus, c'est une fleur chinoise. Okay. Mais ce type-là, parce que, en fait, il pousse, tu vois, dans cette région de la Chine, et donc, tu vas pouvoir utiliser, entre guillemets, un souvenir d'enfance chez pas mal de ces personnes. Et tu couples ça avec, tu vois, du poivre de, je sais pas, en fait, tu vas arriver à avoir un parfum qui est clivant, qui ne marchera très bien que là, mais pour ces personnes-là, ça sera un parfum hyper important. Ouais. Et d'un point de vue business, ça fait sens aussi. Oui, alors surtout sur un marché comme la Chine, j'imagine, où il y a du monde. Il y a du monde. Non, mais c'est sûr, mais si tu vois, d'une certaine façon, l'idée, c'est, on essaye autant que possible de revenir, de sortir de l'homogénéisation, tu vois. Et tu fais ça grâce aux données. Grâce aux data. C'est ça. Ok. Ouais. Tu compiles les commentaires, ce que les gens disent sur Internet, etc., c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On essaie de détricoter, tu vois, les intentions de chaque personne, de dire, du coup, tu vois, on parlait de tenue du parfum, qui est vachement important. Ah, ben là, tu vois, genre, c'est pas, tu vois, la tenue était pas folle, mais par contre, j'adore, tu vois, olfactivement, c'est la folie. Et du coup, tu vois, ça te permet d'éventuellement pousser le curseur. C'est pas aussi simple que ça, mais de pousser le curseur dans la création de ton parfum pour que le parfum, tu vois, garde les mêmes caractéristiques en ayant un peu plus de tenue. Et c'est vachement intéressant. Et en fait, pour revenir à Sommelier du parfum, j'ai vu aussi que vous aviez agrégé plein de. Enfin, en gros, vous proposez pas les parfums très connus, quoi. Vous avez vraiment agrégé des petites maisons, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle ça la parfumerie de niche, en fait. Donc c'est des maisons qu'on retrouve pas, tu vois, chez Sephora ou chez Nocipé ou autre, tu vois, pas en nommer qu'un seul. Et effectivement, c'est des marques qui ont en général des choses à raconter, qui, alors, en toute transparence, hein, c'est quand même, en fait, ils font aussi appel au service des trois grandes boîtes. Mais en fait, la différence, c'est que voilà, quand t'as un parfumeur qui va travailler sur un brief, donc d'une petite marque, en général, on va leur laisser beaucoup plus de champ libre en termes de créativité, si tu veux. Donc, ils peuvent vraiment faire des choses originales. Et on va généralement pas leur imposer du coup la contrainte du test, c'est ce qu'on disait en fait, hein, de tester les parfums. Et donc ça donne des choses qui sont en général beaucoup plus intéressantes. Et ouais, tu sais, je crois que c'était un directeur de la création chez Dior ou quoi, il y a quelques temps, enfin il y a 20 ou 30 ans, qui disait ce qu'il faudrait, c'est moins de tests et plus de testicules, si tu veux. Oh, ce qui est pas, voilà, c'est bon. C'est un petit peu, voilà. Disons que ça date de 20 ou 30 ans. Exactement. On essaierait d'être plus inclusif aujourd'hui. Exactement. Ça n'a pas très bien vieilli, mais c'est marrant parce que ça donne un petit peu l'ambivalence du milieu envers ça, en fait. C'est que tout le monde crache dessus, mais en réalité, personne ne le fait pas. En fait, tu vois, genre, personne prend vraiment le risque. Enfin, c'est assez rare de prendre le risque. En tout cas, pas dans, tu vois, le mass market, tu vois, dans les très gros, dans les très gros, quoi. Ouais. Et du coup, vas-y. Et du coup, les petites marques prennent tu vois, le contre-pied, si tu veux, de cette tendance où tout le monde est saoulé par le parfum. Enfin, tu vois, genre, tu sais, quand on te dit, ah, ben tiens, j'aime bien ton parfum, d'ailleurs, ma cousine elle-même.
ça saoule quoi. Tu te dis ouais non, tu vois, mon odeur ça fait partie de mon identité, tu vois, genre tu veux que ce soit un truc un petit peu unique, tu vois, genre si ton identité en fait elle se retrouve un petit peu partout, c'est pas forcément plaisant. Ok. Voilà. Et c'est un truc sur lequel vous avez bossé, ça, justement, de faire en sorte d'aller creuser un petit peu pourquoi les gens ont besoin d'avoir une identité personnelle en termes de parfum? C'est une bonne question. En fait, alors pas plus que ça, parce que tu vois, on n'est pas sociologue ou quoi, donc c'est pas trop notre métier, mais il y a si tu veux, dans la littérature autour du parfum, du marketing, etc., il y a quelques drivers, comment dire, donc des trucs qui poussent justement à l'achat. Et je crois qu'il y a 3 S, c'est séduction, statut et attends, il y a un troisième, je sais plus. Ok. Et donc souvent tu vas avoir ça va souvent être le statut. Enfin, nous on le remarque souvent, ça va être en tout cas dans les marques classiques, hein, donc souvent ce qui va faire que quelqu'un va acheter un parfum Chanel, Prada ou autre, c'est que c'est un luxe qui est beaucoup plus abordable. Oui. Et qui du coup te permet de t'entourer d'une marque que tu considères comme étant très luxueuse à un prix qui reste abordable. Alors, c'est cher dans l'absolu si tu veux, enfin c'est coûteux dans l'absolu, mais c'est beaucoup moins coûteux tu vois, d'acheter un parfum Hermès que d'acheter un sac à main Hermès. Oui. Je crois qu'il y avait il y a ce truc là aussi avec les rouges à lèvres chez les femmes. Ouais. Si t'as pas forcément l'argent, mais tu te dis ok, j'ai envie d'avoir un bon rouge à lèvres qui tient bien et qui va être cool, je vais plutôt aller chercher dans le luxe quoi. Alors c'est marrant, en économie t'as un truc qui s'appelle le lipstick effect. Ok. C'est un peu rigolo. Je ne connaissais pas. Okay. En fait l'idée c'est que dès que t'as un petit bout de récession, les ventes de cosmétiques type rouge à lèvres augmentent. Ah ouais. Ouais. Ok. Et l'idée, c'est qu'en fait, t'as plein de consommateurs qui se disent bon, en fait, cette année, je vais peut-être pas craquer sur mon sac à main, Hermès, mais j'ai quand même envie de me faire un peu kiffer. Et donc, je vais m'acheter tu vois, je vais me faire plaisir avec un truc qui coûte que 40 €, 50 €. Qui est très cher pour un rouge à lèvres, mais... Non, mais tu vois, voilà, exactement. Oui. Mais qui reste abordable. Et je pense que le parfum, ça rentre tout à fait dans cette case. Ça rentre là-dedans? Ouais, absolument. Ok. C'est quoi les étapes à venir pour ta boîte? Eh ben écoute, on s'intéresse à la cosmétique. Ok. D'accord. Tu vois, parce qu'on a les produits de soins, le maquillage. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut faire de la même façon qu'on le fait avec le parfum, et que c'est souvent en plus les mêmes clients. Enfin, tu vois, c'est les mêmes personnes auxquelles on parle en fait. Hein, tu vois, je trouve qu'on travaille avec, comme je te disais, donc les créateurs de parfums, donc les maisons de composition. On travaille aussi avec les groupes de marques. Et donc c'est t'as une grosse synergie si tu veux entre le parfum et puis les autres catégories, donc ça on aimerait bien le faire. Et puis on aimerait bien aussi tu vois, genre donner éventuellement avoir quelques marques. Alors tu sais, c'est toujours un peu difficile sur la partie sommeil du parfum, donc notre place de marché, hein, parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'appelle. Pour les consommateurs donc plutôt. Ouais, absolument. L'idée c'est que tout de même plus il y a de diversité, plus c'est intéressant. Et donc ça va aussi passer par faire venir des marques éventuellement un petit peu plus connues éventuellement sans dévoyer le concept, parce que bon, on voit souvent que les marques qu'on a sont vraiment connues par 2% des gens. Ouais. Et il y a certaines marques éventuellement, tu vois, comme Diptyque par exemple ou Byredo, je sais pas si c'est des choses qui te parlent. Pas du tout. Qui sont un petit peu plus tu vois, Jo Malone, Tom Ford. C'est des marques qui vont être connues par les gens qui s'intéressent au parfum. Et éventuellement, du coup, ils vont plus s'apprivoiser, tu vois, le concept, sachant qu'ils connaissent au moins certaines des références qui sont présentées là, tu vois. Voilà. Ok, donc l'idée c'est d'aller chercher un peu plus de marques, c'est ça? Peut-être ouais, c'est ça. Exactement. Un peu mi-grand public. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Donc ouais, tu me disais que tu avais eu une expérience chez des leveurs de fonds. Et tu me disais juste avant l'interview que vous êtes totalement autofinancé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'as pas voulu aller chercher, toi, justement, des fonds? En fait, c'est marrant parce que quand tu passes du temps avec des entrepreneurs et que tu vois en fait tout cet écosystème qui vit de la levée de fonds, tu te rends compte que c'est bien d'avoir un tout petit peu de recul vis-à-vis de ça, et qu'en fait tout le monde a plutôt intérêt à ce que les boîtes lèvent des fonds. T'as des leveurs de fonds, t'as des VC, donc c'est Venture Capital, donc c'est des gens qui en gros eux-mêmes lèvent des fonds auprès de grosses boîtes, donc typiquement L'Oréal, Total, etc., pour les placer dans des startups. T'as tous les médias qui vont pondre des articles sur les levées de fonds, et en fait donc, tout cet écosystème là n'a pas du tout envie que toi tu fasses de l'autofinancement, tu vois.
Et donc en fait, le problème, c'est que donc, d'avoir vu d'assez près cette mécanique-là, je me suis dit bon, en fait, c'est pas forcément déconnant de se poser les questions de est-ce que tu en as vraiment besoin, parce que souvent dans les milieux d'entrepreneurs, tu vas avoir certaines métriques quasiment de ok, où est-ce qu'il faut en être, tu vois, genre dans la vie de ta boîte au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, etc. Et en fait, tout le monde a un petit peu ces métriques et du coup, on va dire ah bah tiens, t'en as ta série A, ta série B, t'as levé à quel valo, il y a combien d'employés, machin. Et en fait, pas mal de se poser la question de pourquoi en fait. Genre, série A, série B, juste pour expliquer aux gens qui savent pas, mais en gros, c'est ta première levée de fonds, ta deuxième levée de fonds. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que dès que tu prends de l'argent d'un investisseur, la réalité, c'est que tu acceptes un modèle qui est tout à fait spécifique et qui, en fait, en gros, dès que tu prends l'argent d'un VC, tu n'es plus vraiment à la barre à 100% du bateau, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu prends cet argent-là, l'investisseur va te dire ah ouais, ok, bah en fait, c'est important que tu utilises cet argent, donc tu vas devoir cramer ton pognon, donc tu vas faire des pertes et avoir suffisamment des bonnes métriques, hein, tu vois, pour que dans 18 mois tu puisses relever de l'argent à une plus grande valorisation et en fait perpétuer encore ce système-là. Et en fait, au fur et à mesure, tu te fais déposséder de ta boîte. Et ce qui est hyper fréquent, c'est dire, pour expliquer clairement pour les gens qui n'ont pas le truc du capital, hein, tu vois, c'est que en fait tu finis par, mettons qu'au départ tu vas, je sais pas, tu vas donner, tu vas garder 30% de ta boîte et tu vas donner les 70%, je sais pas, à un investisseur. En fait, s'il fait rentrer dans la deuxième levée de fonds l'équivalent et en fait t'augmentes le capital, à un moment donné ta part à toi elle rétrécit, quoi. Ouais. Voilà. Donc tu te fais diluer, c'est comme ça. Tu te fais diluer. Bah ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on appelle ça, quoi. Et en fait, bah souvent, alors t'as des cas de figure où c'est nécessaire. En fait, t'es une boîte là aujourd'hui qui veut faire, tu vois, de l'IA générative, tu vois, et pour concurrencer ChatGPT par exemple. Bon bah en fait, si tu lèves pas à mort, c'est fini parce qu'il y a trop de concurrence, le marché va hyper vite. Mais toutes les boîtes ne sont pas sur ce modèle-là, ne sont pas sur cette verticale-là. Tu vois, on a parlé de concurrence un peu tout à l'heure. Tu vois, j'en parle souvent à des copains qui lancent des boîtes. Tu dis en fait, ok, est-ce que tu es sur une niche qui est hyper concurrentielle en hyper croissance? Oui, non. Bon, si c'est non, alors si c'est oui, ok, voilà, il faut que tu lèves. Sinon t'es fini. Mais ça veut dire que tu vas passer plusieurs années douloureuses, parce qu'en fait, ça veut dire que t'as plein de gens qui sont probablement dans le même cas de figure. Ça va être un bain de sang. Et en général, s'il en reste un ou deux, tu vois, on dit que ça se consolide, tu vois, genre au bout de certaines années, t'as des boîtes qui vont en racheter d'autres, celles en général qui ont levé plus d'argent que les autres. Mais tu vas passer des années pas marrantes du tout. Et donc, on a été oui-non. Si par contre, tu vois, genre t'es pas sur une verticale de ce type-là, est-ce que t'as énormément besoin de recherche et développement avant de pouvoir commencer à commercialiser un produit? Tu vois, genre 3 ans, 4 ans, etc. Et là, c'est pareil. Si c'est oui, bon, ben, en fait, oui, effectivement, lever de l'argent, c'est important. Si c'est non, en réalité, eh ben, franchement, ça fait plaisir à personne, c'est pas sexy. Mais il faut se démerder, c'est douloureux et tout. Tu vas faire un petit peu de chiffre d'affaires, tu vas éventuellement mettre un peu de ton argent perso. Mais en fait, tu vas vivre, tu vas vivre l'aventure, pas forcément marrante au début d'entrepreneur, mais à la fin, c'est chouette parce que déjà, t'as le contrôle. J'ai plein d'histoires de copains qui se sont fait sortir de leur propre boîte. Bah oui. Et ouais, t'en as sûrement aussi, tu vois, genre typiquement l'histoire où la boîte lève une fois, lève 2 fois, et puis un jour, tu vois, pour peu qu'ils soient 2 ou 3, les cofondateurs, tu vas avoir certains investisseurs qui vont commencer à parler dans le dos, tu vois, du CEO par exemple, pour essayer de le sortir. Et t'as des histoires sordides de super copains en fait à la base. Qui au bout de 5 ans, 6 ans, voire plus, tu vois, finissent par tu vois, se planter joyeusement des couteaux dans le dos et puis se faire sortir de sa propre boîte. C'est vraiment un des trucs les plus douloureux. Toi, je sais que t'es entrepreneur, du coup, c'est probablement un des trucs les plus douloureux qui puissent exister, quoi, dans l'existence. Vraiment, genre. Si vous voulez en savoir plus, il y a The Social Network qui est plutôt bien fait, le film de David Fincher qui raconte l'histoire de Facebook, où effectivement Mark Zuckerberg à l'époque a
co-créé la boîte. Alors déjà, il leur a mis un peu à l'envers aux deux jumeaux là, Finkielkraut, je crois, si je me trompe pas. Non, c'est pas Finkielkraut, c'est un philo ça. Non, Winklevoss. Winklevoss, bien joué. Et surtout son vrai cofondateur qu'il a fini par sortir parce qu'en fait il l'a dilué sans jamais lui dire et c'est terrible en fait parce que ça crée des histoires complètement dingues, mais c'est voilà. Et puis je pense qu'au-delà de la partie purement financière et tu vois contrôle, en fait t'as une vraie question, c'est genre c'est quoi pourquoi tu fais les choses quoi. Tu vois genre c'est quoi qu'est-ce qui te fait lever le matin? Est-ce que c'est de faire une unicorn? Tu vois pourquoi tu le fais? Genre unicorn, c'est une licorne, hein, c'est les boîtes valorisées à plus d'1 milliard. Et du coup, donc c'est vrai que ça arrive dans, tu vois, genre un cas sur 10 000 ou quoi. Mais en réalité, c'est genre, est-ce que t'as vraiment envie de ça? Enfin, tu vois, genre, pourquoi tu le fais? Genre. Et ce qui est pas mal, je pense, dans l'autofinancement, c'est que tu poses un peu les questions de, qu'est-ce qui fait un peu sens pour toi? Tu vois, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Et là, tu te dis, en fait, genre, faire une boîte qui fonctionne, qui est rentable et qui est pas, genre, le prochain Facebook, ça peut être hyper fun aussi. Ouais. Et éventuellement, si en plus l'idéal c'est que, en fait, elle a dans le bon sens aussi, tu vois, socialement, ou tu vois qu'elle a un sens pour toi, pour tes équipes, c'est quand même vachement. Et puis tu restes chez toi aussi, c'est-à-dire que tu gardes le contrôle de ta boîte, quoi qu'il arrive. C'est ça. Écoute, moi je suis team autofinancement. Hein. Même team alors. Oui. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé causer? Alors, ça dépend, c'est en lien avec le business ou pas? Ouais, si tu veux, comme tu veux. Ou pas, hein, non, mais justement. Non, parce qu'en fait, c'est un truc, Ouais, t'inquiète. Bon. Dans ma vie pro, si tu veux, j'ai un peu une autre casquette en plus. Et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup depuis 1 an et demi, à peu près. Et ça n'a absolument rien à voir avec le parfum. Ok. C'est en lien avec la gouvernance. Ok. Et en fait, si tu veux... Tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est la gouvernance? Alors, en gros, si tu veux, la gouvernance, c'est les décisions... c'est le mode de fonctionnement collectif qu'on peut avoir pour prendre des décisions. Donc, ça peut être à l'échelle d'une famille, d'une société, ça peut être à l'échelle d'une collectivité, genre une mairie, ça peut être à l'échelle d'un État. Et la gouvernance, du coup, tu vois... Là, notre gouvernance aujourd'hui, c'est de la démocratie représentative. Bon. Et si tu veux, j'ai un copain qui avait travaillé en 2015, du coup il y a quelques temps, tu vois, à New York au tout début sur un langage obscur. C'était à tout le monde disait qu'est-ce qu'il fout le type. Et en fait, il était en train de travailler sur Solidity, qui est le langage qui a abouti à la création de la monnaie Ether. L'Ethereum. Et donc le type qui est une monnaie numérique genre les bitcoins, etc. quoi. C'est ça pour les gens qui savent pas. Et en fait, il se trouve que tu vois quand l'Ether est apparu, lui il a mis quelques billes parce qu'il a flairé le truc. Il se trouve que maintenant il a plus trop de problèmes d'argent, clairement. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'il a retiré la variable argent de sa vie, et comme il connaissait extrêmement bien l'écosystème, il s'est mis à réfléchir aux implications. Et c'est, tu vois, moi je suis pas du tout un fan de crypto particulièrement, mais j'étais vachement intéressé par, tu vois, le côté décentralisé et ce que ça pouvait changer pour la gouvernance, spécifiquement. Parce qu'en fait, si tu veux, là aujourd'hui, tu vois, on challenge pas trop la façon dont la politique fonctionne. On a depuis 200 ans à peu près en France une démocratie représentative où, tu vois, il y a 200 ans, c'était la seule façon de faire les choses, si tu veux. Aujourd'hui, Internet, éventuellement, tu vas déplacer cet optimum-là, et potentiellement, on peut imaginer que, tu vois, dans 20 ans, dans 30 ans, on fera les choses, tu vois, d'un point de vue de la gouvernance différemment. Grâce notamment à la blockchain, tu veux dire? Éventuellement. Ouais. Tu vois, que la prise de décision, elle puisse être, tu vois, plus collective, éventuellement, avec, notamment plus de consultations. C'est un autre sujet assez chaud. Et en fait, de proche en proche, je me suis rapproché d'une association qui s'appelle Regard Citoyen. Et donc en fait, si tu veux, il y a un site de transparence de l'Assemblée du Sénat, donc qui s'appelle Nos sénateurs et nos députés, et qui sont les sites qui sont utilisés par tous les parlementaires pour regarder ce que les uns et les autres font sur tu vois, quels amendements sont déposés, quels projets de loi sont signés, etc., etc. Et c'est aussi le site que vont consulter les journalistes pour se faire une idée du travail de tel ou tel parlementaire. Donc c'est un site qui est
qui est très près du cœur du réacteur de la machine législative en France. Et en fait, avec un groupe de volontaires, donc tous bénévoles, on a repris en fait le développement en fait du site. Et l'idée, c'est que là aujourd'hui, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer ce site pour améliorer aussi, tu vois. Tu veux dire que ce site, il est open source, c'est ça? Tu peux. Ah, c'est un site qui est consultable par tout le monde, ouais. Ok. Et qui est en fait. Non, je veux dire qui est consultable par tout le monde. Mais quand tu dis le développement de ce site, c'est-à-dire que vous avez accès au code de ce site? Ouais, absolument. Ok. Ouais. Et donc, c'est un site qui est créé par le gouvernement, par une instance gouvernementale ou? Ah non, c'est vraiment l'association c'est l'association qui gère. Donc c'est un site qui est à la fois. C'est l'asso qui fait ce site, c'est ça? Absolument. Nos sénateurs. Ok, j'avais pas compris le lien. Et si tu veux, moi j'essaie d'avoir un petit peu donc de comment dire, de conserver un équilibre, tu vois, entre le parfum et ça qui n'a absolument rien à voir encore une fois. Mais c'est un projet qui me fascine pas mal parce que on prend pour acquis pas mal de choses d'un point de vue démocratique en France. Et il y a pas mal de choses on peut bosser aussi pour aller plus loin et pour faire mieux sur pas mal de sujets. Et tu vois, notre objectif c'est de vraiment déjà de rétablir un petit peu d'apaisement entre la machine législative et les Français, parce qu'il y a quand même beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de problèmes. Nous, on n'est absolument pas partisans. Donc déjà, on est totalement apolitique. En tout cas, on dit transpartisan parce que finalement, on peut jamais vraiment être apolitique. Mais si l'idée, c'est que par exemple, entre nous, on ne parle jamais de politique. L'idée, c'est plutôt de dire, tu vois, comment est-ce qu'on permet de donner les clés à chaque personne pour s'intéresser aux sujets qui les intéressent. Si tu vois, moi, je trouve que dans l'idée de réintéresser les Français à la politique, ça sert à rien on va pas réintéresser tout le monde à tous les sujets. La plupart du temps, tu as plein de trucs qui n'intéressent personne, ou genre 1% de la population. L'idée, c'est que toi, si t'es chasseur dans la Creuse, tu puisses avoir uniquement accès à une information de qualité sur ce qui se passe à l'Assemblée en lien avec ta chasse. Si t'es aide-soignant à la PHP, sur le budget de l'hôpital, de l'hôpital public. Et actuellement, t'as pas accès à cette info. Soit t'as une info filtrée par les médias que tu consommes. Les médias, oui. Voilà. Mais en général, tu vas pas avoir accès qu'à ça, tu vas avoir accès à plein d'autres trucs. Tu vas pas forcément avoir, tu vois, une alerte qui va dire, tiens, le truc qui t'intéresse vraiment, là, il se passe un truc. Donc t'as ça, et puis après, t'as plein d'autres problèmes qui sont que l'information, elle est quasiment codée. Genre, quand tu regardes, tu as le formalisme parlementaire. Oui. C'est pas du tout un truc évident, et je pense que la plupart des gens ont un syndrome de l'imposteur aussi dès qu'ils voient débarquer un texte de loi ou quoi, ils se disent mais non, mais c'est pas pour moi. Genre alors qu'en fait, tu vois, je trouve que c'est un truc qui est pas normal. Enfin, en fait, en termes d'accès à l'information au plus grand nombre, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Bah ouais. et tu vois, il y a pas en fait, souvent il se passe rien tant que t'as pas une volonté politique derrière. Il y a aucune volonté politique qui va dans le sens de rendre la création de la loi plus lisible, tu vois. Et ce qui est hyper drôle, c'est que tu vois, avec les 49.3 à répétition et tout, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés en fait, tu vois, à tout ce qui est constitution. Et du coup, il y a plein de gens qui disent ah mais attends, c'est parce que il y a tel autre article. Et c'est super. Enfin, moi je trouve ça très bien, mais c'est une première étape et je pense qu'on est tous gagnants. Si on peut avoir justement accès à cette information uniquement, tu vois, c'est celle qui intéresse. Parce qu'il y a, alors on a dit, il y a le problème de pas savoir quand il y a un sujet, tu vois, typiquement lié à la chasse, si déjà c'est ça. T'as le problème du formalisme parlementaire, et puis t'as un problème de temps à passer. En fait, le truc c'est que même si demain on te dit, bah tiens, t'as ce projet de loi, cette proposition de loi qui sont en cours d'examen. On te détricote, tu vois, le langage parlementaire pour qu'il soit, tu as du langage courant. Ensuite, il faut le résumer. Parce que sinon, tu vois, genre, tu te retrouves avec des débats de 4 heures en séance ou des trucs en commission, machin, et en fait, et le jour où t'as ça, et toi, tu peux juste, tu vois, t'abonner à une espèce de petite newsletter qui te dit exactement ce qui se passe en lien avec ton sujet de prédilection. Voilà. On aura fait des trucs cool. Donc ça, c'est un truc qui anime, tes soirées, j'imagine, ou en tout cas, absolument. Quand tu travailles pas sur ta boîte de parfum, tu travailles là-dessus, c'est ça? À fond. Ouais, on travaille pas mal à distance, parce que c'est quand même, c'est un projet tech, en fait, comme un autre. C'est un projet de dev, quoi, clairement. Ah bah ouais. Bah, du coup, de dev, mais aussi de design, tout ça. Et d'ailleurs, on est toujours à la recherche de nouveaux contributeurs. Donc, si jamais c'est un projet qui vous intéresse. Ça s'appelle Nos sénateurs et nos députés, c'est ça? Alors, l'asso, elle s'appelle Regard Citoyen. Ouais. Mais voilà. Et le site, Mais donc, ouais, c'est nos sénateurs et nos députés, ouais, effectivement. Okay. Ouais, effectivement.
Du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un message sur LinkedIn si jamais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je mettrai le LinkedIn de Samuel dans les notes de cet épisode. Super, impeccable. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup, C'était Fab. passionnant. Eh ben écoute, merci à toi. Merci pour ton accueil. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.